Santé Bien-être, une émission de Georges Lens et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Baudon, professeur du Val-de-Grâce, chef de service de l'Institut Pasteur à Yaoundé, enfin chef de service, directeur, excuse-moi, de l'Institut Pasteur de Yaoundé et de Nouméa, qui vient nous éclairer sur une maladie au nom qui sonne bien, la variole du singe, une nouvelle maladie qui est apparue en Europe. Alors, la variole, on pensait que c'était fini. L'OMS avait déclaré qu'elle était éradiquée en 1980, la variole humaine. Est-ce une forme de variole? Est-ce une résurgence de la variole humaine? Qu'est-ce que c'est cette maladie? Bien, bonjour Frédéric et bonjour à vous tous qui nous écoutez. C'est différent de la variole humaine. Alors, le virus est un virus apparenté à la variole humaine. C'est un poxvirus, comme on dit, c'est-à-dire le virus de la variole, mais il est différent du virus de la variole humaine. Mais il est quand même assez proche. Il est proche. C'est pour ça, on le verra, que le vaccin contre la variole humaine est efficace contre la variole du singe. On en rediscutera. Si c'est un petit frère ou un petit cousin? Voilà, c'est un petit frère. Ah, c'est quand même très proche. D'accord. Et alors, pourquoi du singe? Alors, en 1958, dans un laboratoire de Copenhague, au Danemark, un singe qui était importé d'Afrique pour des travaux scientifiques a présenté des éruptions cutanées qui ressemblaient à celles de la variole. Alors la variole, je rappelle très brièvement, c'est une maladie avec des éruptions cutanées sur tout le corps qui étaient extrêmement graves et avec une mortalité très très forte. Donc ils ont prélevé des extraits de ces lésions cutanées et ils ont isolé un virus qui n'était pas le virus de la variole humaine, mais qui était très proche. Donc ils ont appelé ce virus le virus de la variole du singe. Et en 1970, en République démocratique du Congo, qui s'appelait alors le Zaïre, chez un enfant de 9 ans, on a isolé ce virus chez un enfant qui présentait des signes pouvant faire évoquer une variole. Et on a parlé à ce moment-là de maladie de la variole du singe. Alors, la variole humaine, elle avait comme caractéristique d'avoir un réservoir humain. Donc là, on a changé complètement de réservoir, puisque c'est apparu. Et alors, dans quel lieu et quels sont les sites réservoirs de ce nouveau virus? Oui, alors la variole humaine avait un réservoir strictement humain, c'est pour ça qu'on a réussi à l'éradiquer. À partir du moment où vous éliminez le virus, eh bien, il ne circule plus chez l'homme. Dans la variole du singe, c'est différent, le réservoir est animal. On parle de zoonose, c'est-à-dire que ce réservoir, on croyait, parce qu'on avait isolé le virus chez le singe, que c'était le singe. En fait, ce qu'on a montré, c'est que ce sont plutôt des petits rongeurs sauvages, des écureuils par exemple sauvages qui sont dans les forêts, qui vont véhiculer le virus et qui vont s'échanger le virus entre eux. Et ensuite, il y a la possibilité à l'homme de se contaminer. Alors, l'écosystème qui permet le développement, la circulation de ce virus, ce sont les forêts tropicales d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a que là que le virus circule. Dans aucune autre partie du monde, il circule. C'est-à-dire que dans cette zone tropicale, il peut toucher différents types d'animaux aussi. Sauvages dans les forêts. Dans les forêts. Alors ça veut dire que dans nos pays, il ne peut pas y avoir de zone réservoir de ce virus. Théoriquement, si vous prenez par exemple la Guyane française, où vous avez des forêts qui ressemblent aux forêts tropicales. Parlons de l'Europe, oui. Non, il ne peut pas y avoir de réservoir animal qui s'installe hors l'Afrique. Donc, a priori, on n'a qu'un problème de contamination interhumaine, mais ça, on en reparlera après. Donc, le réservoir, il est bien déterminé, c'est un écosystème bien précis. Et donc, cette maladie, elle donne des éruptions cutanées avec des vésicules. Et voilà, est-ce que ça peut toucher d'autres organes que la peau? Est-ce que ça peut avoir une certaine gravité? Voilà, alors donc, en gros, pour être très schématique, la maladie, ça ressemble à une varicelle qui serait un peu grave. Voilà. Et il y a des différences, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. C'est une maladie qui est, dans l'immense majorité des cas, bénigne. Elle guérit spontanément. Elle se déclenche avec l'apparition des boutons.
Il peut y avoir ce qu'on appelle des ganglions, vous savez, des ganglions qui réagissent. Alors que dans la varicelle, il n'y en a pas, c'est une différence. Et puis l'éruption cutanée va durer à peu près 15 jours. Ça va se terminer par des formes d'espèces de croûtes qui vont tomber, et à ce moment-là, c'est la guérison. Il peut y avoir des complications. Mais ces complications, on le sait parce qu'on a l'expérience de l'Afrique, elles viennent chez des sujets immunodéprimés. Que chez des sujets immunodéprimés. Et donc, la létalité, c'est-à-dire le pourcentage de décès parmi les cas, il est extrêmement faible. Alors, vous avez pu lire peut-être, ou vous avez pu écouter à la télévision qu'en Afrique, il y avait des zones où il y avait 1 à 10% de décès. Oui. Tout ça, ce sont des chiffres qu'il faut relativiser parce que dans l'immense majorité des cas, les sujets qui tombent malades, comme c'est une maladie bénigne, comme on se trouve en zone forestière, tropicale, où il n'y a pas beaucoup de dispensaires, etc., en fait, les gens ne consultent pas. Et les rares qui vont se retrouver à l'hôpital, c'est justement ces formes graves. Et la mortalité, quand on dit 1 à 10%, c'est parmi les gens qui sont à l'hôpital. C'est un peu comme si dans la Covid, on disait « Ah ben la mortalité de la Covid, c'est 40%, parce que 40% des sujets réanimés, en tout cas au début, pouvaient mourir. » Oui, donc on a affaire à une maladie bénigne et il y a des biais statistiques en Afrique pour les raisons que vous nous avez très, très bien décrites. Avec la varicelle, la contagion se passe tant qu'il y a une éruption. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est exactement avec la même chose. La variole du singe. La transmission, enfin la contagiosité correspond à l'apparition des lésions cutanées. Alors, la transmission peut se faire de façon interhumaine, mais comment est-ce qu'on est arrivé de l'animal à l'homme? Alors, en Afrique, ce qu'on connaissait, moi j'ai vu quelques cas de variole du singe en Afrique, c'était toujours le même sujet. Dans la grande majorité des cas, c'était des gens qui allaient au contact du réservoir. Les chasseurs, par exemple. Ils allaient, ils tuaient des singes, ils tuaient des petits rongeurs, ils les dépeçaient, ils étaient au contact de liquides biologiques qui pouvaient être émis par l'animal, ils pouvaient être mordus, et là, on pouvait être contaminé. Ensuite, quand là, c'était le contact de la peau. Oui. C'est pas le fait de les manger. Non, le fait de le manger, sauf si vous mangez de la viande crue et que vous avez une lésion buccale, mais souvent les gens pouvaient manger de la viande crue. En tout cas, ils étaient au contact, le sang, lorsque vous dépecez un animal. Et puis, quand il développait la maladie, il pouvait y avoir dans la famille, on pouvait avoir quelques cas. Donc, vous aviez la transmission animale-homme, et vous aviez ensuite la possibilité d'une transmission homme-homme, interhumaine. Mais elle était relativement faible. C'est pour ça que la maladie, en fait, ne s'est pas beaucoup développée en Afrique. Donc, on a un écosystème favorable en Afrique, on a bien compris comment la maladie se transmettait. Comment est-ce qu'elle est arrivée en Europe? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais la raison principale, c'est le Covid. Alors, pourquoi la Covid? Parce que à partir de 2021-2022, il y a eu la levée des restrictions. Les gens avaient été confinés, avaient été obligés de rester, les avions ne volaient plus, etc., etc. Et puis, avec la libération, entre guillemets, vous avez eu le fait que les gens ont voulu se réunir, faire des grandes fêtes populaires ou des fêtes dans des communautés. Et là, on va voir apparaître la communauté homosexuelle. Alors, je dis tout de suite, il n'est pas question de stigmatiser les homosexuels, je le dis, mais il faut tenir compte de l'épidémiologie des maladies, et c'est grâce à ces connaissances qu'on a pu, on le verra, orienter la stratégie de lutte qui est très efficace. Donc, au Nigeria en particulier, il y a eu des grandes fêtes homosexuelles, et il y a eu des expatriés, des touristes qui ont été contaminés. Le 22 mai 2022, premier cas de variole humaine en Europe, au Royaume-Uni, chez un homosexuel. Et ensuite, comme vous savez, il y a des réunions fréquentes homosexuelles, il y a des rapports fréquents, il y a des multiples rapports, etc. Il y a eu une explosion de cette variole humaine dans ces communautés homosexuelles. Et aujourd'hui, toujours, en France et dans le monde, 95 à 99% des cas, ce sont des cas chez les homosexuels. Donc on connaît très bien la façon dont s'est développée cette maladie. Voilà, très bien.
Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la transmission. Je voudrais être un petit peu plus précis pour expliquer cette explosion. Je vous ai dit la transmission interhumaine, mais elle nécessite un contact très étroit. On dit que c'est une transmission contact peau à peau. Vous devez toucher la lésion cutanée pour être contaminé. Si par exemple vous aviez, vous, là, en face de moi, la variole du singe, je risque strictement rien. Donc il faut un contact très très étroit. Donc les rapports sexuels, évidemment, sont essentiellement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque la maladie est arrivée en Europe et aux États-Unis, et dans le monde entier, on a vu une nouvelle maladie, une expression nouvelle de la maladie. C'est-à-dire que l'immense majorité des lésions cutanées n'étaient pas comme dans une varicelle, comme dans la variole du singe en Afrique sur le corps. Elles étaient dans des localisations particulières, génitales, anales, buccales, en fait liées au type de rapport sexuel que l'on pouvait avoir. Et un deuxième symptôme qui n'existait pas en Afrique, c'était la douleur. Du fait des localisations, il y avait des syndromes douloureux très, très importants qui ont justifié des hospitalisations. Mais maladie toujours bénigne. Et en fait, on en est à peu près à 50 000 cas dans le monde. Il y a eu 4 décès au total qui ont été enregistrés. Et la maladie en France, quelle est l'importance? Alors en France, aujourd'hui, on en est à 4 000 cas, avec un seul décès qui a été enregistré, et toujours chez des sujets qui sont immunodéprimés. Déprimés, d'accord. Et en Afrique, est-ce qu'elle évolue, cette maladie? Alors, en Afrique, il faut dire qu'à partir des années 1995, par là, on a vu une augmentation du nombre de cas de variole du singe. Pourquoi? Parce que du fait des déplacements, la variole qui était confinée à la région proche des forêts s'est retrouvée aussi en milieu urbain. Et là, on a eu une transmission purement interhumaine. Mais il n'y a pas eu d'explosion comme il y en a eu aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, etc. Est-ce que l'épidémie est en train d'être stabilisée, de régresser? Oui. Alors là, on va le voir, c'est grâce aux stratégies de lutte que cette épidémie est en train de régresser. Comment est-ce qu'on lutte contre la variole du singe? Alors, d'un point de vue épidémiologique et d'un point de vue traitement. Voilà. Alors, ce qui est fondamental à comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a identifié la population cible sur laquelle il fallait agir, c'est-à-dire la population des homosexuels, des bisexuels, etc., eh bien, nous avons la stratégie efficace. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, c'est l'isolement. Alors, pas l'isolement au sens confinement, etc. C'est le fait que la personne qui a des lésions cutanées doit éviter, en gros, de toucher une autre personne jusqu'à qu'il y ait disparition complète des lésions cutanées. Ça, c'est le premier point. Et rien que cette stratégie, qui est appliquée par exemple au Portugal, où ils n'ont pas la vaccination encore, eh bien, elle a permis déjà un effondrement du nombre de cas. Deuxièmement, vous avez la vaccination. Alors, je reviens un petit peu en arrière. La vaccination, ce qui est remarquable, c'est que nous avons déjà le vaccin. Je vous ai dit que le vaccin contre la variole humaine était efficace. Et on peut donc l'utiliser. Je te coupe juste. Alors, les vieux comme moi qui ont été vaccinés contre la variole, ils risquent rien. Voilà, mais ça j'ai oublié de vous le dire. Effectivement, on constate que les gens qui ont la variole du singe sont des gens qui n'ont pas été vaccinés contre la variole humaine, donc de plus de 40-45 ans à peu près, hein, même si elle n'est pas efficace à 100%. Donc, mais ce n'est pas le même vaccin que celui qui était utilisé à l'époque de la lutte. Heureusement, hein. Heureusement. Avec les réactions qu'on avait, voilà. Ça faisait peur. Il y avait même des encéphalites. Hein, il y avait des encéphalites. Avec ce vaccin. Il y avait des décès. Ouais. Et alors, les Américains... Alors, je te coupe. Depuis quand il est mis au point ce nouveau vaccin? Depuis 2003. D'accord. Donc, il y a déjà très longtemps. Pourquoi? Parce que les Américains, une fois que l'éradication a été prononcée de la variole humaine, ils ont eu peur. Le virus était toujours stocké dans 2 laboratoires dans le monde avec une autorisation internationale de l'ONU, c'était les États-Unis et la Russie. Et les Américains ont eu peur de l'utilisation du virus dans une guerre biologique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on veut vacciner notre population, en tout cas les militaires, pour ça il faut mettre au point un nouveau vaccin. Alors effectivement, ils ont travaillé et ils ont mis au point un nouveau vaccin contre la variole humaine, avec une souche qui a été très atténuée et qui est très efficace, enfin très efficace.
Sur la variole humaine. Parce qu'il n'y a plus de variole humaine, cas. Donc on ne savait pas si c'était vraiment efficace ou non, mais ils l'ont montré chez des singes, etc., que c'était très efficace. Et ils ont vacciné en 2003, la population des militaires américains sont vaccinés contre la variole humaine, pour le cas où il y ait une... Alors c'est ce vaccin maintenant qu'on utilise contre la variole du singe. Ce vaccin, il est prêt. Donc ce vaccin, on l'a tout de suite utilisé contre la variole humaine, puisque je vous ai dit, c'est 2 vaccins qui sont à peu près apparentés. Et alors un autre point qui est très important dans la stratégie de lutte, c'est qu'on sait que ce vaccin, qui est un vaccin à acide désoxyribonucléique, ADN. C'est différent du vaccin, par exemple, contre la Covid, qui est à ARN. Or, le virus à ARN, il mute beaucoup plus facilement que le virus à ADN. Donc on peut penser que ce vaccin va rester tout le temps efficace. Bien sûr, parce et que... la preuve, c'est que ceux qui ont été vaccinés il y a 50 ans, voilà. Ils sont protégés. Et la variole humaine, on a vacciné des millions de personnes, voire des milliards de personnes, et il n'y a jamais eu de virus qui a muté. Donc on a un vaccin on pense qui est efficace à peu près à 80-85% et qui va être efficace de manière permanente. Et est-ce qu'on a mis au point quelques médicaments particulièrement précis? Je voudrais terminer sur la stratégie de lutte. À cause je dirais malheureusement à cause de la peur de la stigmatisation des homosexuels, si vous vous souvenez bien le discours du gouvernement français et de certains scientifiques, il ne fallait pas parler des homosexuels. Et lorsque la vaccination a été lancée, la haute autorité de santé a dit on vaccine les sujets contacts des sujets malades. On n'entendait pas parler d'homosexuels. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, tout de suite ils ont dit non, il ne faut pas vacciner, il faut vacciner les sujets les plus à risque, ceux qui diffusent le virus et ceux qui deviennent malades. Je vous ai dit 98% des... Ils ont vacciné de façon massive les homosexuels alors? Ah oui, oui. Alors le gouvernement français, depuis le 18 juillet, a décidé qu'il fallait prioriser les populations à risque, c'est-à-dire les homosexuels, les travailleurs du sexe, tout ce qui était lié en fait au sexe. Et heureusement, les organisations, les associations d'homosexuels, les associations de gays, LGBT, etc., c'est eux qui ont poussé le gouvernement à agir en disant il faut absolument que nous soyons vaccinés pour être protégés, car ils avaient dans leur tête toute l'histoire du sida. Parce que le sida, c'est pareil, ça a commencé par les homosexuels, mais là, la différence de la variole du singe, le sida a touché l'ensemble de la population secondairement, alors que dans la variole du singe, pour l'instant, il n'y a absolument pas de gens de la population générale qui sont touchés. En plus, c'est quand même plus bénin la variole du singe que le sida. Oui, absolument. Et donc aujourd'hui, depuis à peu près 15 jours à 3 semaines, nous avons un effondrement du nombre de cas de variole du singe. L'OMS a estimé, il y a 2 jours, je suis allé regarder les statistiques, qu'il y avait une baisse de 21% depuis 15 jours. Aux États-Unis, dans beaucoup d'États, on a une baisse de 50%, et en France, on observe aussi une baisse. Donc grâce à cette stratégie qui consiste à vacciner les populations à risque et les sujets contacts, et à l'isolement des sujets, eh bien, on peut dire que cette variole va profondément baisser. On peut même dire qu'elle devrait disparaître en dehors des zones réservoirs. Alors là, je serais à cause de la continuité des parce échanges. Que je pense que le virus va continuer à circuler un tout petit peu. Il y aura toujours des cas de manière localisée, peut-être des petites épidémies, mais connaissant la stratégie qu'il faut faire, immédiatement, on arrivera à contrôler ces petites épidémies. Donc je pense que ça restera, mais à un niveau très bas, et ça ne sera plus du tout un problème de santé publique. Donc ça veut dire qu'il faudra continuer la vaccination des populations à risque, voilà, des homosexuels. Pendant un certain temps, après on verra. Alors je voudrais dire aussi que il y a une étude qui a été menée en 2003 aux États-Unis. En 2003 aux États-Unis, il y a eu une épidémie de variole du singe dans une population avec 70 cas. Et le bilan a permis de montrer qu'elle était liée à une importation de rongeurs sauvages depuis l'Afrique qui sont arrivés dans des animaleries où il y avait ce qu'on appelle les chiens de prairie aux États-Unis. Ce sont des animaux domestiques qui sont des rongeurs. C'est des espèces de marmottes, ça s'appelle chiens de prairie. Les chiens de prairie ont été contaminés par
les rongeurs venant d'Afrique. Et ensuite, ces chiens de prairie achetés par les domestiques, par leurs propriétaires, ont contaminé leurs propriétaires. Et ce qui est remarquable, alors à l'époque, les gens connaissaient très bien la variole du singe, hein, donc les gens ont été tout de suite isolés, il n'y a pas eu de vaccination, et il n'y a eu aucun cas secondaire. Tous les cas étaient de contamination directe à l'animal, il n'y a eu aucun cas de contamination interhumaine. Et ça s'est arrêté complètement. Uniquement par l'isolement. Voilà, uniquement par l'isolement. Donc on a vraiment... Donc il faut être optimiste sur l'évolution de cette variole. 2 mots des médicaments, tu m'en avais parlé, est-ce que c'est important? Oui, ça s'appelle le Tecovirimat, qui est un médicament qu'on donne chez les gens qui sont à risque vraiment de faire des formes graves. Mais pour l'instant, il n'y a aucune étude qui a été faite qui a montré son efficacité. Son efficacité a été montrée dans la variole chez le singe. Et actuellement, il y a des études qui veulent étudier un petit peu son efficacité. Mais il serait intéressant simplement chez les sujets très à risque, puisque... Pour les sujets immunodéprimés. Voilà. Les sujets immunodéprimés. Donc ça veut dire que c'est une cible qui est très, 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 très restreinte. Eh bien, je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur la variole du singe. Et tu nous as bien rassurés, quelque part. C'est une maladie qui est bien connue et qui est maîtrisée. Voilà, exactement. Merci Dominique Baudot. Merci à vous.